Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir en compagnie de Bruno Robe pour une heure d'échange dans le cadre de ce webinaire qui nous est proposé par Manageduc. Donc Manageduc, vous connaissez toutes et tous très certainement. Vous êtes nombreux ce soir et nous en sommes vraiment ravis. C'est une communauté d'hommes et de femmes qui, comme vous et nous, eh bien, s'intéressent aux questions éducatives vives et souhaitent finalement partager leurs réflexions, leur expérience de terrain, mais aussi croiser le regard des praticiens avec celui des universitaires et des chercheurs. C'est une plateforme numérique, ce sont aussi des événements tels que ce webinaire, ce sont des ressources qui sont mises à la disposition des personnels d'encadrement du premier et du second degré et qui les invitent effectivement à s'inscrire dans cette dynamique de partage et de réflexion conjointe. Ce webinaire, il s'inscrit aussi dans un projet, c'est le projet Voix d'avenir, qui est porté par Manageduc, mais aussi par l'association SIMLab. C'est un projet qui vise à accompagner les équipes des lycées professionnels ou des sections d'enseignement professionnel des lycées polyvalents autour d'un certain nombre de problématiques émergentes et en particulier autour des questions relatives au climat scolaire et à la qualité du climat scolaire dans les lycées professionnels. Différents événements, des webinaires, des temps d'échange dédiés et un certain nombre de ressources et de fiches d'outils qui sont proposées aux équipes des établissements engagés dans ce projet. Là encore, l'objectif, c'est de pouvoir contribuer collectivement à construire des réponses positives, des réponses durables pour effectivement que le lycée professionnel soit pour tous nos élèves une voie de réussite. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer un sujet d'importance. Il s'agit des réponses éducatives que l'on peut apporter au comportement des élèves et bien évidemment que ces comportements, au comportement inapproprié des élèves, que ce soit en termes de repli, d'isolement ou que ce soit au contraire de comportements plus perturbateurs. C'est un problème bien évidemment majeur, c'est un problème qui n'est pas nouveau, qui va finalement, qui est assez souvent temporalisé dans les établissements où on va avoir des périodes de l'année, souvent juste avant les périodes de congé, où on va retrouver effectivement une augmentation de ces faits de violence ou d'incivilité ou de ces refus d'activité ou d'autorité. On sait aussi que ces problématiques, elles vont s'exprimer différemment selon les territoires ou selon la typologie des établissements, voire même être différentes à l'intérieur même d'un établissement entre les classes ou voire entre certains adultes. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces questions, elles percutent finalement l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et l'ensemble des adultes et des professionnels de l'établissement. C'est pas simplement l'affaire des personnels d'éducation ou l'affaire des personnels enseignants, c'est bien l'ensemble des professionnels de l'établissement qui vont à un moment donné être concernés par ces questions qui font finalement le lien entre la dimension pédagogique et la dimension éducative. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer cette question-là en partant de constats et ensuite en essayant de dessiner, d'explorer un certain nombre de pistes possibles, de perspectives qui peuvent être envisagées. Et nous avons la chance de pouvoir évoquer cette question avec un interlocuteur de haut niveau et de grande expertise sur le sujet. Alors, avant de lui laisser la parole pour se présenter, en quelques mots, je me présente moi-même. Je suis donc Cécile Pivonnier-Lalou, je suis IAIPR établissement scolaire dans l'Académie de Reims. Et je suis très heureuse aujourd'hui donc de pouvoir échanger avec Bruno Robe. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et à tous. Donc Bruno Robe, je suis professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à CY Cergy Paris Université, qui est aussi l'INSPE de Versailles. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques de discipline scolaire, de violence à l'école, de sanctions et d'autorité éducative particulièrement. Et j'ai également, avant d'être enseignant-chercheur, enseigné d'abord en école primaire, mais j'ai également travaillé au rectorat de Versailles dans des accompagnements d'équipes d'établissement, tous degrés confondus, sur les problématiques de
de violence en milieu scolaire. Et derrière ce terme de violence, bien souvent, on retrouve des collègues, des enseignants qui nous interpellent sur ces jeunes perturbateurs ou qui se posent des questions sur le sens de leur présence à l'école ou au collège, au lycée. Alors, comme je disais il y a un instant, on voit bien que ces questions-là, elles sont peut-être un peu plus prégnantes cette année en raison de la crise sanitaire qui n'en finit pas, hein, avec finalement des observations un peu différentes dans le temps. Alors, je sais que tu as conduit une étude auprès de lycéens. Finalement, comment étaient nos lycéens à la sortie de la période de confinement de mars-juin dernier? Comment ont-ils appréhendé, eux, la rentrée scolaire de septembre dernier? Alors, nous avons effectivement, avec quelques collègues, nous travaillons dans un lycée de l'Académie de Créteil. Et donc, c'est un lycée où il y a un projet autour de classes coopératives, d'une équipe de professeurs. Et on a voulu effectivement faire une petite enquête qualitative. Donc, on a interviewé des lycéens, un échantillon de lycéens choisis. Alors, parmi les questions qu'on leur a posées, il y a 3 questions notamment dont je vais vous parler ce soir, et surtout bien sûr des réponses qui nous ont été apportées. On a demandé à ces lycéens qu'on avait choisis en fonction aussi de leur rapport, je dirais, à l'école et au lycée et aux études, c'est-à-dire des lycéens plutôt assidus, d'autres plutôt décrocheurs, et d'autres, enfin, voilà, dont on avait peur qu'ils soient à la limite du décrochage, en difficulté un peu, et puis d'autres, je dirais, plus moyens dans leur rapport aux études. Et donc, les 3 questions qu'on leur a posées, notamment, c'est comment avez-vous fait pour travailler seul à la maison pendant le confinement? Est-ce qu'il y a des compétences que vous aviez acquises dans la classe coopérative que vous avez pu réinvestir pour travailler à la maison? Et puis, combien de temps vous avez pu tenir, et si vous avez lâché, pour quelles raisons vous avez à un moment lâché ce travail à distance, donc pendant la première période du confinement, hein, de l'année dernière, pendant le premier confinement. Et donc, parmi les réponses qui ont marqué mon attention, qui retiennent mon attention, tout d'abord, la première des choses, c'est que ces jeunes nous ont fait part de leurs conditions de vie, et donc de conditions de travail à la maison qui pouvaient être très différentes d'un jeune à un autre, certains devant garder les petits frères ou les petites sœurs, d'autres partageant un ordinateur à plusieurs. Bon, faut dire qu'on était dans une académie et dans un lycée d'une zone dite ambition réussite, donc des jeunes de milieu populaire. Partager l'ordinateur avec d'autres, donc parfois aussi ne pas avoir de pièce à soi pour travailler. Donc ces conditions-là, bon, comme beaucoup, on les a découvertes au fur et à mesure, et je crois qu'elles ont évidemment un impact essentiel sur la façon dont ces jeunes peuvent être assidus à l'école quand ils sont évidemment à distance. Alors, ce qu'on a observé aussi dans le positif, c'est que des pratiques d'entraide entre élèves se sont mises en œuvre par les élèves eux-mêmes. D'eux-mêmes, spontanément, ils ont pratiqué du travail en groupe pour comprendre les demandes des professeurs, en utilisant notamment des réseaux sociaux type Snapchat. Donc, on s'est aperçu qu'ils échangeaient beaucoup entre eux, ils nous l'ont dit. Pour certains, l'utilisation des outils numériques a pu être une aide et une motivation, une source de motivation pour apprendre. D'autres aussi ont dit, ou les mêmes, ont dit l'importance des cours en ligne avec les professeurs qui permettent de poser des questions aux enseignants. Ça a été vraiment capital pour maintenir le lien à l'école, d'avoir ces rendez-vous réguliers avec des professeurs, donc des cours en ligne avec possibilité de poser des questions. Vraiment des rendez-vous réguliers. Mais certains aussi ont parlé de décrochage, et parmi ces causes de décrochage, ils ont évoqué des difficultés à demander l'aide ou à aider, et aussi la peur de mal faire quand ils faisaient seuls. Donc, quand certains se sont mis à arrêter de travailler, ce n'est pas parce qu'ils étaient en désintérêt vis-à-vis de ce qui leur était proposé, ou parce qu'ils avaient quelque chose contre l'école, mais c'est plutôt parce qu'ils avaient peur de mal faire s'ils faisaient seuls. Le baccalauréat, donc ça me semble une idée importante. Le baccalauréat aussi a pu être une source de motivation ou de démotivation selon les élèves, certains lâchant l'affaire lorsque des épreuves ont été annulées, par exemple.
Donc là, plutôt une source de démotivation. Et peut-être pour conclure, on pourrait dire que la plupart des élèves disent que c'est mieux d'être en classe avec leur professeur. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut effectivement entendre et conserver et retenir par rapport à des propositions ultérieures qui pourraient nous être faites sur enseignement en présence, enseignement à distance. Donc c'est mieux d'être en classe avec son professeur. Ils ont besoin des professeurs pour les aider à progresser. Je prends quelques exemples de citations d'élèves. Sans échange avec les profs, je n'apprends rien. Si on ne fait que des choses qu'on aime, on ne peut pas progresser. Ou encore, je me suis vraiment rendu compte de la valeur de l'école. Bon, vous voyez, ce sont des paroles fortes qui montrent la prise de conscience chez beaucoup d'élèves, pourtant, voilà, parfois même en difficulté avec l'école, que justement, ils avaient besoin de ce contact en présence des professeurs et de l'aide des professeurs et que c'était capital pour eux pour apprendre. Voilà ce que je peux dire de cette petite enquête. Et c'est vrai que finalement, ce que tu viens de dire, ça explique le fait que ils sont arrivés en septembre, heureux de retrouver l'école, heureux de retrouver un cadre qu'ils espéraient le plus normal possible, en tout cas une proximité avec leurs pairs et avec les enseignants. Et moi, je trouve, dans les observations que j'ai pu conduire et dans les échanges que j'ai pu avoir, que on a vraiment eu dans les premières semaines de l'année une vraie joie de se retrouver, alors entre adultes, entre élèves, entre adultes et élèves, au sein des établissements. Et on a eu d'ailleurs une acceptation finalement de la part des jeunes des contraintes liées au protocole sanitaire. On a eu des jeunes qui sont rentrés, qui ont intégré finalement ces nouvelles règles comme des règles supplémentaires et finalement les choses se sont vraiment plutôt bien passées sur le début de l'année scolaire. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que les collègues, les équipes d'enseignants que nous accompagnons dans les recherches nous ont dit également. Donc là, je confirme effectivement ce désir de revenir en classe et dans leurs établissements et pas uniquement, comme on le dit parfois, pour retrouver les camarades, même si c'est évidemment très important, mais aussi pour retrouver les professeurs et pour retrouver, je dirais, des pratiques scolaires plus ordinaires. Alors après, peut-être la difficulté, ça a été d'oublier, parce qu'on est très vite revenu à la deuxième vague en novembre, hein, et donc peut-être que du côté pas que des professeurs, d'un peu tout le monde d'ailleurs, y compris le discours institutionnel, on tend parfois à masquer le fait qu'on est resté, malgré cette reprise, mais qui s'est très vite interrompue, qu'on est resté quand même dans des conditions relativement exceptionnelles, enfin différentes des conditions habituelles, notamment avec des gens dans les familles de ces élèves qui pouvaient être malades, qui pouvaient être hospitalisés. Enfin, on a découvert récemment aussi, en Seine-Saint-Denis notamment, le nombre d'élèves dont ça a été dit dans les médias, le nombre d'élèves dont les familles avaient été touchées avec des décès de proches. Donc, on a peut-être que du côté de l'éducation nationale, on a un peu oublié qu'on était dans un fonctionnement extraordinaire et qu'on poursuivait ce fonctionnement, et on n'en est toujours pas sorti d'ailleurs, et du coup sont revenus peut-être un peu en force. Alors, c'est moins le cas, bien sûr, dans l'établissement dans lequel je travaille, parce que les collègues, on va dire, ont un projet de pédagogie coopérative, donc ils sont assez attentifs, peut-être un peu plus que d'autres enseignants, aux élèves et à comment ils vont, et un peu plus à l'écoute, mais dans des établissements plus ordinaires, on est revenu avec des pratiques et des exigences plus proches de la forme scolaire habituelle et qui ont pu du coup, c'était un des aspects de nos échanges, qui ont pu du coup augmenter la tension entre les adultes, entre les enseignants et les élèves, et donc créer peut-être un niveau de tension plus fort que d'habitude, parce que évidemment tout le monde était aussi plus fatigué, c'est toujours le cas aujourd'hui, tout le monde est plus fatigué, plus énervé, plus en difficulté aussi, parce que la fatigue dans la durée s'installe, et donc ça a pu peut-être expliquer des passages à l'acte ou des comportements de jeunes, voire de professeurs aussi, voilà, qui étaient de nature à exacerber les relations, ça c'est sûr. Il y a eu ces constats-là en tout cas, semble-t-il.
Et on voit bien qu'avec le temps, on a vraiment un phénomène, tu parlais d'usure, hein, on a vraiment un phénomène d'usure. On a vraiment quelque chose qui finalement a progressivement pesé sur les uns et les autres, alors sur les jeunes, mais aussi sur les adultes. Et finalement, l'incompréhension un peu que tu exprimes entre les jeunes et les adultes, elle s'est effectivement un peu cristallisée, elle s'est un peu durcie. Et localement, effectivement, on peut avoir des manifestations beaucoup plus fréquentes, nombreuses, d'incivilité et de comportements effectivement de refus d'activité ou de refus de l'autorité ou de confrontation avec l'adulte. Alors, il y a sur les questions que vous posez, hein, vous évoquez effectivement les aspects un peu quantitatifs. On a effectivement on a un certain nombre d'indicateurs, hein, on a les signalements via fait établissement, on a un certain nombre d'indicateurs de vie scolaire qui sont assez éclairants sur le fait que effectivement on a eu sur le début de l'année scolaire une période d'apaisement dans les établissements et au contraire, hein, à partir de juste avant les congés finalement, à peu près fin octobre début novembre, hein, ce qui correspond finalement à la période du deuxième confinement, eh bien on a eu une augmentation progressive du nombre de faits signalés, des faits de violence, des faits d'incivilité, des problématiques de harcèlement entre élèves. Et on voit aussi que, bien évidemment, ces problématiques, elles se situent dans les murs, mais elles ont aussi un écho à un autre niveau, et en particulier sur les réseaux sociaux, vous l'évoquez aussi sur le chat. Finalement, dans ce que tu as évoqué, Bruno, comment on pourrait, j'entends bien finalement que on a voulu faire comme si tout était normal, en fait. Hein. On a été un peu dans le déni. Alors l'institution, très certainement, mais aussi chacun d'entre nous individuellement, peut-être collectivement dans les établissements. Finalement, ça a été aussi, me semble-t-il, renforcé par le fait que les enjeux scolaires restent très présents et sont peut-être encore plus vifs qu'en temps ordinaire. C'est-à-dire que que ce soit en termes d'examen, que ce soit en termes d'orientation, on a des questions qui vont se poser encore plus fortement, qui vont peser encore davantage sur les jeunes et sur les adultes d'ailleurs. Je suis pas spécialiste de ces questions d'examen et d'orientation, mais c'est vrai que il y a tout un environnement social assez anxiogène de ce point de vue-là. Bon, moi, je le vois à l'université avec Parcoursup. C'est vrai que là, du coup, je m'occupe d'une licence, donc je suis de ce point de vue-là en première ligne pour observer les évolutions consécutives à la mise en place de Parcoursup. Et bon, c'est vrai que là, il y a aujourd'hui des premiers résultats qui sortent et qui montrent que ce dispositif est plutôt de nature à renforcer une sélection et donc de ce fait, ça peut évidemment, et à juste titre, faire peur, inquiéter des étudiants et des lycéens parce que c'est une des spécificités du système éducatif français hein, qu'on a vraiment du mal à corriger et je suis pas sûr, là je prends évidemment une casquette ou une parole de citoyen, mais je suis pas sûr que les mesures qu'on prenne qu'on ait pris ces dernières années et qu'on prenne encore actuellement soit de nature à permettre d'améliorer les choses, même si on tient des discours en termes… Alors, on parle d'égalité des chances, mais je crois qu'il faudrait plutôt parler d'égalité d'accès au droit à l'éducation. C'est plutôt comme ça qu'un certain nombre de chercheurs aujourd'hui formulent la problématique, parce qu'on sait bien que tout le monde n'est pas égal en termes de chances, ça c'est un leurre. Par contre, le droit d'accès, voilà. Donc, sur ces questions-là, les questions d'orientation, évidemment, bon, mais c'est un autre débat, il y a certainement à travailler. Bon, pour autant, après, la difficulté, c'est peut-être pour les équipes de direction comme pour les professeurs aussi, c'est d'admettre, de partir d'un discours et d'un principe de réalité qui est qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et donc, à situation exceptionnelle, nécessité de s'adapter, d'adapter ses exigences, d'adapter sa pédagogie, d'adapter aussi ses objectifs à ce qu'il est possible de faire compte tenu de la situation qu'on connaît. Moi, ce que j'observe aussi et ce qui parfois manque,
Je l'ai vu à l'université avec des étudiants et j'imagine que ça peut être un peu la même chose dans certains établissements. Des enseignants qui continuent à fonctionner comme si on n'était pas justement dans une situation extraordinaire. Donc on ne change en rien ce qu'on attend en termes de rendu de travail, de charge de travail. Bon, on ne tient donc pas compte des conditions de travail des étudiants ou des lycéens à la maison, comme je l'évoquais précédemment. Donner la même quantité, utiliser même les mêmes façons de travailler en s'appuyant beaucoup sur l'écrit, etc., me semble effectivement être assez contre-productif dans la durée. Et on perd des lycéens et des élèves forcément en agissant de cette façon-là. Donc, ce qui me semble important, et je sais qu'on a essayé de le faire, nous, notamment à l'université, dans les premières années d'entrée à l'université, donc juste après la sortie du lycée, c'est de plutôt rassurer les étudiants sur le fait que on va adapter les objectifs à ce qu'on est en mesure de faire compte tenu de la situation. Donc, on revoit les objectifs et on explicite bien les objectifs qu'on leur donne. Donc, on leur dit ce qu'ils vont avoir à faire, on leur dit comment on va les évaluer, on leur dit quand les cours débutent et quand ils vont se terminer. On essaye d'être le plus précis possible et le plus explicite, quitte à donner un document, là pour le coup écrit, qui rappelle un petit peu une sorte de planification, presque en pédagogie Freinet, on parlerait d'un plan de travail, c'est-à-dire leur donner effectivement des informations très rassurantes sur ce que dans chaque matière, dans chaque discipline, on attend d'eux. Ça me semble effectivement une première chose de nature à rassurer, à contenir les angoisses, à donner des directions et des objectifs simples et clairs. Et je pense que les équipes de direction peuvent inciter leurs enseignants, leurs professeurs, autour du professeur principal, à se coordonner un petit peu pour retravailler ces objectifs, ces exigences qu'on pose aux élèves, mais qui de fait doivent être adaptées. Bon, ça me semble être un premier niveau. Un autre niveau, c'est d'adapter sa pédagogie. Alors ça, c'est ce qui va juste après, parce que on ne fait pas l'école à la maison, contrairement à des discours qu'on entend parfois ou à ce qui deviennent même des slogans. Travailler à la maison, c'est pas comme travailler à l'école. Ça renvoie à l'enquête que j'évoquais tout à l'heure en début d'intervention. Donc, on n'apprend pas à la maison comme on apprend à l'école. Et du coup, ce qui est important, par contre, c'est de maintenir le lien entre les professeurs et les élèves, que les élèves ne décrochent pas et qu'ils progressent, même s'ils progressent moins vite que s'ils progressaient en classe ordinaire, en fonctionnement ordinaire, que les élèves continuent à être avec nous quand on leur donne des rendez-vous. J'évoquais tout à l'heure ces cours, ces moments peut-être plus brefs. On va prendre juste 30 minutes de cours au lieu des 55 minutes habituelles. 30 minutes où le professeur s'exprime, il peut aussi alterner, donner un petit bout de texte à lire et puis où les élèves posent des questions par chat. Enfin bon, mais favoriser effectivement des moments de retrouvailles avec le professeur, des rendez-vous, un peu comme on le fait là d'ailleurs, et avec de l'interactivité et une variation finalement des mises en situation d'apprentissage. Des moments où le professeur parle, des moments où peut-être les élèves lisent un court texte et posent des questions ou ont quelques questions à répondre, des moments où ils vont se retrouver à un petit groupe de 2 ou 3 avec certaines plateformes, c'est assez facile de les mettre en groupe, et ils vont échanger sur une question précise, des moments où on va se regrouper pour en parler. Voilà, il y a façon, on commence maintenant, et peut-être en s'appuyant aussi, parce que à l'issue du premier confinement, il y a eu quand même beaucoup d'enseignants de tout degré confondus, qui ont partagé sur des réseaux sociaux, sur des sites. Je pense au cahier pédagogique, à d'autres, bien sûr, à des associations aussi d'enseignants qui ont partagé tout un tas de façons de faire cours autres, différentes, enregistrer une petite capsule vidéo d'un quart d'heure, l'envoyer aux élèves et avec quelques questions, voilà, par exemple. Enfin, bon, il y a beaucoup de pratiques qui ont été partagées, ce qui montre aussi toutes les ressources dont les professeurs disposent, parce que on sait bien que
voilà, tous, on a dit qu'on était prêts, mais bon, aujourd'hui, on commence à dire que quand même, on n'était pas si près que ça. Et donc, heureusement qu'il y a des savoir-faire des enseignants et que ces savoir-faire, les collègues les ont partagés entre eux. Donc, on peut s'appuyer sur ces façons différentes de faire cours, j'allais dire, pour continuer à adapter finalement sa pédagogie et je crois qu'encore aujourd'hui et toujours aujourd'hui, c'est essentiel. Je dirais, j'ajouterai encore un point, penser dans la façon de présenter les contenus de savoir, penser aussi au plaisir d'apprendre, à ce que Jean-Pierre Astolfi, un chercheur en didactique des sciences, appelait la saveur des savoirs. Ça veut dire ouvrir les élèves vers l'extérieur, vers d'autres choses, leur proposer des conseils de lecture, bien sûr en lien avec les programmes, des visites virtuelles de musées, d'expositions ou autres, des visionnages de documentaires ou de films. Il y a quand même sur un certain nombre de sites, bon, je pense, c'était sur France 5, me semble-t-il, un site effectivement où il y a eu beaucoup de ressources audiovisuelles qui ont été mises en œuvre. Quand je vois par exemple aussi ce qu'offre une chaîne comme Arte, comme documentaire de qualité dans toute discipline, il y a moyen, et j'en oublie bien sûr, Canopé, enfin bon, il y a certainement moyen de proposer des contenus de savoir aux élèves d'une manière différente que uniquement être effectivement le professeur qui va faire comme je le fais là d'ailleurs, mais on n'est pas dans un échange de cours justement, plutôt dans un échange collaboratif, de donner des contenus de savoir. Donc profiter de ce moment-là pour amener les élèves finalement à comprendre à quoi ça sert d'apprendre et à quelles questions ça répond. Un savoir, à quelles questions répond-il? On oublie souvent, ça a été montré, et des travaux de recherche en sciences de l'éducation le montrent, et je pense notamment à toute l'influence du philosophe américain John Dewey, l'importance de s'appuyer sur ce qu'il appelait l'enquête, c'est-à-dire tout savoir répond à une question qu'on se pose. Et donc, quelles questions se posent les élèves? On oublie souvent, avant d'apporter ou de proposer un contenu de savoir, d'expliquer aux élèves à quelle question le scientifique, le chercheur, celui qui a conçu ce savoir, enfin qui a élaboré ce savoir, qui l'a découvert, on pourrait dire, quelles questions il s'est posées. Et souvent, on s'aperçoit que ces questions sont des questions essentielles qui rejoignent aussi des préoccupations des jeunes. Bon, ça a été montré à travers la littérature. Je sais que Philippe Mérieux, par exemple, l'a montré, mais d'autres également. C'est-à-dire, à travers la littérature, les questionnements d'auteurs en littérature rejoignent des préoccupations qui sont parfois, souvent, des préoccupations que les jeunes, en particulier les adolescents, se posent. Donc voilà, insister aussi sur le plaisir d'apprendre. Et puis peut-être, il y aurait encore un autre point, je ne veux pas aller trop vite, mais je sais qu'on a aussi parlé de l'importance de la pédagogie par projet, des chefs-d'œuvre. Je pense en particulier en lycée professionnel. On a des étudiants, effectivement, qui ont à préparer un examen professionnel où ils ont justement un projet à réaliser. Travailler de cette façon-là, peut-être les amener justement à, comme on est à distance, aller se documenter davantage sur Internet, sur la toile de projets proches ou de ressources qui peuvent les aider à alimenter leur projet. Ça veut dire bien sûr les guider dans l'utilisation, enfin dans le choix de ces ressources, la fiabilité de ces ressources, la qualité de ces ressources, avoir des petits moments d'échange autour des projets et puis donc les amener peut-être effectivement à travailler par projet. Je sais que dans le lycée où je travaille, là, sur la pédagogie coopérative, il y a eu des choses tout à fait intéressantes, par exemple d'échanges entre les élèves et l'EHPAD, donc les personnes âgées qui étaient proches du lycée, où il y a eu comme une correspondance, en pédagogie Freinet, on pourrait parler de correspondance scolaire, mais comme un vrai échange autour du vécu les élèves ont voulu montrer à ces personnes comment ils apprenaient, enfin certains aspects, j'ai plus en tête exactement sur quel projet ils avaient travaillé, mais ils ont partagé ça avec les personnes âgées, et du coup en retour,
Ces personnes ont voulu, avec l'aide bien sûr des personnels d'accompagnement de cette institution, ont voulu, par un petit film, montrer aux élèves leur vie dans l'EHPAD. Donc, bon, je prends juste cet exemple-là, mais il y a eu beaucoup d'initiatives tout à fait intéressantes auxquelles on a pu avoir connaissance, et ça montre aussi toute l'inventivité des enseignants. Des professeurs. Hein. Donc, appuyons-nous aussi sur, bien sûr, le travail collectif de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai effectivement qu'on a vu au moment de la période de première fermeture des établissements, vraiment un foisonnement d'idées, de propositions, de pistes. Et finalement, les équipes ont osé, ont essayé, se sont autorisés à de nouvelles manières de travailler et d'interagir avec les élèves, mais aussi de permettre ou de susciter ou de faciliter les interactions entre les élèves. Finalement, et quand on regarde vos réactions sur le chat, on voit que le problème semble se poser plus particulièrement lorsque les jeunes sont dans l'établissement, reviennent finalement dans l'établissement, ou comme tu le disais tout à l'heure, finalement, on a tendance à rester sur les schémas qu'on avait auparavant, c'est-à-dire sur des modes d'enseignement et des modes d'activité ordinaires. On a l'impression finalement, là, il y a une rupture qui s'établit avec des adultes qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui sont aussi sous tension, qui se mettent aussi une forte pression par rapport aux résultats scolaires, aux programmes, à l'orientation, on l'évoquait tout à l'heure, et aux examens, et des jeunes qui sont dans cette fragilité, finalement envahis par un certain nombre de problématiques annexes qui viennent finalement les entraver un peu dans leur engagement dans l'activité scolaire et dans l'apprentissage. Finalement, qu'est-ce qui se joue là entre ces jeunes et ces adultes au cœur de la classe? Comment on peut expliquer finalement ce qui peut être, et vous l'évoquez pour certains sur le chat, une explosion finalement d'accrochage, une explosion aussi de réaction, de réponses plutôt répressives, de réaction finalement des adultes avec une multiplication des exclusions de cours, des sanctions qui se multiplient. Et finalement, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter, voire de se rompre complètement entre certains jeunes et les adultes. Qu'est-ce qui se joue finalement exactement là? Moi, il me semble qu'à force de nier le fait qu'on n'était pas encore, toujours, qu'on ne demeure pas dans une situation exceptionnelle, et il y a eu quand même un discours assez normalisateur, disant l'école fonctionne, l'école fonctionne comme elle a toujours fonctionné, enfin, on fait l'école normalement, on reprend l'école, bon. Ce discours-là, effectivement un peu performatif, il a une influence sur tous les acteurs de l'institution. Et donc, je pense que au moment du deuxième confinement, beaucoup peut-être de professionnels de l'école ont oublié un petit peu toute l'inventivité dont certains avaient fait preuve. Et puis, on est revenu à un fonctionnement normal, un fonctionnement ordinaire. Sauf qu'on n'était toujours pas dans une situation ordinaire. Et que la fatigue, effectivement, l'usure s'ajoutant à la durée de la situation. Et donc, avec cette injonction, on a fait semblant, on a fait comme si on était dans une situation ordinaire, alors qu'on ne l'était pas. Donc, du coup, effectivement, c'est ça qui, je pense, a pu exacerber un petit peu les tensions. C'est-à-dire qu'on a oublié qu'on était toujours dans une situation extraordinaire, et on l'est encore. Donc, évidemment, on a tendance à dire, sans doute faudrait-il ne pas oublier l'inventivité qu'on a déployée au moment du premier confinement, se dire aussi que ces réponses qui fonctionnent en temps de crise et qui ont produit des effets favorables, en fonctionnement, on est toujours en fonctionnement de crise, mais je veux dire en fonctionnement ordinaire, elles ont aussi tout à fait leur pertinence. Elles ne sont pas réservées justement aux situations de crise. Et surtout, peut-être arrêtons de croire qu'on est revenu à une situation ordinaire, parce que ce n'est pas vrai, on n'y est pas. Il y a encore des incertitudes sur le baccalauréat, elles ne sont toujours pas levées. Bon, la question de l'oral, du grand oral, n'est pas tranchée. Donc tout ça, ça crée de l'incertitude. Personne n'en est dupe. Hein. Tout le monde s'en rend bien compte.
Mais il y a un côté, ça c'est un problème un peu de l'institution parfois, un discours du faire semblant, du faire comme si. Ben non. Donc ça met les personnes en pression, ça met les acteurs sous pression forcément. Bon. Alors, on est actuellement en vacances, toutes les zones de France. On va donc au 26 avril reprendre les cours de manière hybride dans un premier temps, peut-être de manière hybride, de manière prolongée. Il y aura bien un moment où effectivement les élèves reviendront dans les établissements. Comment finalement, quelle perspective on pourrait dessiner? Alors, moi j'ai entendu plus de lisibilité, plus de sens. Finalement, comment on peut aussi aider les équipes à faire en sorte que les 2 mois qui vont rester d'ici la fin de l'année scolaire soient des mois où on puisse effectivement lever un certain nombre de ces difficultés comportementales, de ces tensions au cœur des classes et au cœur des établissements? Oui, je disais tout à l'heure, je crois qu'il faut reprendre, il faut se dire maintenant qu'on a effectivement les 3 mois qui restent. Donc avril, mai, juin, enfin même 2 mois et demi. Bon, donc se concentrer sur ces mois-là et donc adapter les objectifs et les exigences et les possibilités en fonction de ce qu'on a à faire sur ces mois-là qui restent. Bon, déjà, on ne peut pas, de toute façon, on le voit bien, on ne peut pas se donner, on a du mal à se donner des objectifs plus longs. Donc, essayons de terminer l'année du mieux possible, c'est-à-dire en permettant aux élèves de rester, je dirais, en contact avec nous et de progresser. Ça nécessite effectivement d'expliciter. Alors, j'ai vu une question autour de l'explicitation. Moi, tout ce qu'on appelle pédagogie explicite, enseignement explicite me va bien, à condition qu'on ne la confonde pas avec le courant québécois, canadien qui parle d'instruction directe. Moi, quand je parle d'enseignement explicite, je me réfère plutôt à des travaux de collègues, des choses qu'on voit sur le site de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, Patrick Rayou, Roland Guagou et d'autres. Je pense qu'il faut plutôt aller regarder de ce côté-là. Et les cahiers pédagogiques aussi avaient publié un numéro sur l'enseignement explicite il y a en 2019. Voilà, faut aller regarder plutôt du côté de la tradition, j'allais dire, un peu plus francophone, enfin française en tout cas, plutôt que d'aller sur ces logiques d'instruction directe qui sont autre chose. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Simplement, je crois qu'effectivement, considérons le temps, la durée que nous avons et adaptons nos façons de travailler à cette durée. Alors, après, se pose la question des examens. Je crois qu'effectivement, comme je l'ai montré tout à l'heure à travers la recherche qu'on avait faite, tant que la question des examens n'est pas tranchée, pour les étudiants, les lycéens qui sont effectivement qui préparent un examen, la question, ça peut rajouter une certaine anxiété. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'examen donnait aussi un but. Du coup, c'était un objectif. Et certains ont lâché une fois que, par exemple, l'oral de français, là c'était le cas, avait été annulé l'année dernière. Donc l'examen peut être un objectif et je crois qu'il faut le prendre comme quelque chose de favorable en se disant que justement là on a un objectif et donc on va essayer de l'atteindre en variant les modalités d'enseignement-apprentissage. J'entendais parler de classe inversée, oui bien sûr, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les différentes modalités de faire cours et y compris en s'appuyant sur l'entraide entre élèves, sur du tutorat, pourquoi pas, des élèves qui ont un peu compris vers ceux qui ont moins compris. Donc ça nécessite effectivement de la part de l'enseignant un peu d'organisation et on pourrait dire d'ingénierie pédagogique, repérer les élèves qui peuvent aider les autres. Voilà, on a des modalités pour permettre. Ça nécessite que le professeur aussi peut-être se décale un peu d'une posture de toute maîtrise ou j'ai la maîtrise sur tout ce qui se passe et donc je contrôle toutes les interactions. Laissons les élèves interagir entre eux aussi. Par contre, donnons-leur des rendez-vous réguliers ou leur demander de rendre des travaux réguliers pour qu'on voit un petit peu effectivement qu'on puisse suivre de près là où ils en sont et surtout
soyons aussi disponibles pour répondre à leurs questions. Je crois que c'est quelque chose qu'on fait insuffisamment. Quand un élève ne travaille pas ou ne fait pas un exercice, c'est pas toujours parce que effectivement il a mieux à faire ou il est sur son téléphone ou il n'en a rien à faire de l'école. Ça peut être pour plein d'autres raisons. Et je crois que moi je l'avais vu dans mes recherches sur l'autorité, des enseignants qui s'en sortent le mieux, y compris des débutants. Enfin, d'ailleurs, c'était plutôt des débutants. C'était des enseignants qui sont capables de décoder l'intention d'un élève quand il ne fait pas quelque chose qu'il leur demande. Et pour avoir effectivement une perception juste des intentions de l'élève, il faut lui demander qu'est-ce qui se passe sans avoir un a priori que l'élève veut forcément mal faire parce qu'il veut, je sais pas quoi, nous nuire, qu'il nous en veut. Non, parfois les raisons sont bien plus simples que ça et ça vaut vraiment la peine de demander aux élèves. Ils ont besoin qu'on soit en proximité avec eux, quoi. Notre rôle, c'est vraiment de les rassurer. Et je le vois aussi en ce moment à l'université avec les étudiants, c'est la même chose, hein, il n'y a que quelques années d'écart, hein, finalement. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a tout le champ de la prévention, finalement, des comportements inappropriés qui passe effectivement par une lisibilité sur le parcours avec des objectifs clairs, définis et atteignables, sur le sens des apprentissages, sur l'implication, la responsabilisation, la coopération. Moi, ce que j'ai observé aussi, et je voudrais bien ton regard sur ce point-là, c'est que finalement, les jeunes, ils ont aussi besoin de prendre le temps de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent et aussi sur ce qu'ils ne comprennent pas finalement dans le système. Est-ce que finalement ça peut être aussi un moyen à la fois d'être encore dans le champ de la prévention, mais aussi peut-être d'entrer dans le champ de la réponse lorsqu'un comportement inapproprié s'exprime? Oui, je pense effectivement que plus que dans d'autres périodes, mais il faudrait le faire aussi par ailleurs parce que ça c'est vraiment préventif, c'est-à-dire avoir c'est ce que font certaines pédagogies alternatives, hein, notamment qui fonctionnent grâce à des tutorats, c'est-à-dire on a des temps de bilan réguliers avec le jeune et le jeune élève, j'ai envie d'utiliser les deux termes. Parce que justement, on s'intéresse aussi aux jeunes et parfois à certains éléments de ses conditions de vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer l'éducateur, l'assistante sociale ou les parents, c'est pas ça. Mais je veux dire, comprendre certaines situations et activer certains leviers quand on est au fait de certaines situations de jeunes, ça peut permettre effectivement ça réinstaure déjà une relation de confiance entre l'enseignant et lui, et entre ce jeune et vous, quand vous êtes enseignant, et ça permet des fois, le fait d'avoir été écouté pour un jeune peut lui permettre de reprendre de raccrocher, je dirais, en classe également, hein. Savoir qu'il a été entendu, qu'on lui propose une aide, on lui propose quelque chose qui va pouvoir l'aider à se remettre au travail. On lui donne rendez-vous dans une semaine, voilà, avec quelques éléments, effectivement, quelques exigences qu'on va poser en rapport avec les apprentissages qu'il doit réaliser. Et donc, on est effectivement là dans une situation de nature à les garder. Et ce qui est important, c'est que aussi les élèves sentent que leur progrès, le fait qu'ils progressent, c'est important pour nous. Et le fait de s'intéresser à eux comme ça, c'est quelque chose auquel ils sont très sensibles. On n'y prête peut-être pas suffisamment d'attention, mais je veux dire, cette insistance qu'on a parfois, effectivement, cette façon de ne pas les laisser tomber, c'est bien une marque que pour nous, ils ont de l'importance et qu'on s'intéresse à eux. Ça, je l'ai observé dans des entretiens aussi que j'ai eu avec des élèves pour des recherches. Ils sont vraiment très sensibles au fait que les enseignants soient attentifs à là où ils en sont de leurs difficultés, bien sûr, scolaires, de ce qu'ils ont à faire. Quand on dit qu'on corrige quelque chose dans 3 jours, eh bien, on rend bien sûr le travail corrigé dans 3 jours. C'est une marque de respect. Et
là, il y a un cercle vertueux de la confiance qui s'installe et qui favorise aussi, pour reprendre les travaux sur l'autorité de l'enseignant. Cette relation de confiance, une fois qu'elle est établie, je veux dire, après, les élèves sont prêts à aller effectivement très très loin, me semble-t-il. Alors, comment on fait finalement ensuite? Enfin, on voit bien, on a des établissements où on a aujourd'hui, alors juste avant là qu'on s'arrête, on avait effectivement de très nombreux faits de violence et d'incivilité, et on avait des réponses essentiellement répressives. Je l'évoquais il y a un instant. Comment finalement, quand on est une équipe de direction, on arrive à infléchir ce mouvement-là, on arrive à essayer de faire en sorte que les réponses qui sont apportées sont des réponses, alors je vais oser le terme, à haute valeur éducative, c'est-à-dire où on a vraiment un impact réel qui va permettre de ne plus renouveler ce comportement. Ouais, alors, bon, il faut peut-être distinguer le premier degré ou le second degré, parce que une première des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est les textes qui régissent les règlements intérieurs des établissements. Alors, dans le premier degré, ils ont été revus il y a quelques années, ils sont un peu plus précis, mais pour autant, effectivement, ils ne donnent pas autant d'outils, je dirais, que les textes du second degré qui ont vraiment été modifiés en juillet 2000 et qui ont évolué depuis, mais toujours avec cette logique finalement de sanctions éducatives. Donc, ces textes nous aident parce qu'effectivement, ils distinguent punition scolaire, sanctions disciplinaires, ils s'appuient justement sur la nécessité qu'il y ait une parole des élèves, donc s'appuyer sur le droit. Et donc, la première des choses aussi, c'est justement quand on sanctionne, c'est de sanctionner au nom de la loi et au nom du droit dans le respect des procédures. Parce que la grande difficulté quand on met une sanction, souvent, c'est qu'on est dans le registre de l'impulsion, de la réaction immédiate impulsive, et donc évidemment l'impulsion ou l'action comme ça spontanée, c'est souvent, ça ne va pas forcément bien avec la réflexion. Donc se donner effectivement du temps pour réfléchir et éviter de se retrouver dans des situations, moi que j'appelle de relations d'autorité-autoritariste, c'est-à-dire où on exige l'obéissance immédiate de l'élève sous la forme d'une soumission, c'est-à-dire où on met l'élève dans une position de dire si vous ne faites pas ce que je vous dis, eh ben j'arrête mon cours, ou vous ne sortez pas tant que. Quand on se met dans ces positions-là, on se met soi-même dans des impasses. Il faut essayer de se donner dans ces situations-là d'autres façons d'agir possibles. Par exemple, quand un élève, pour moi une situation de relation d'autorité de base, c'est de dire on demande à un élève d'obéir, sachant qu'on ne confond pas obéissance et soumission. Et quand l'élève n'obéit pas, effectivement, un problème se pose. Eh bien, la première des choses dans ces situations-là, c'est de dire, c'est d'éviter de se mettre dans ces situations d'un petit peu de chantage où on exige tout de suite, immédiatement, mais plutôt, bien sûr, de dire l'exigence. Si l'exigence, elle n'est pas effectivement acceptée, et si l'élève ne fait pas ce qu'on lui demande, une fois, deux fois, on voit bien que ça ne bouge pas. Alors peut-être on peut lui demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande? Parce que souvent on oublie de lui demander justement l'explication, qui donne une explication. Et parfois l'explication pourrait être entendue de notre part. Mais s'il ne donne pas d'explication et qu'il est dans ce refus, toujours, s'il persiste dans ce refus, je pense on peut prendre acte. Avec une communication non violente, dire j'observe effectivement que tu ne fais pas ce que je t'ai demandé alors même que tu es dans une classe et qu'ici tu dois travailler. On reprendra cette affaire plus tard. Moi, j'ai une classe à m'occuper, donc je ne vais pas arrêter mon cours pour toi. Pour autant, je ne laisserai pas tomber et ce que tu as manqué, tu vas effectivement le rattraper, etc., le récupérer. Et donc, bien sûr, on revient, on fait ce qu'on a dit, on y revient sur cette situation. Mais on ne se laisse pas piéger par des situations où on se coince soi-même, en fait, on se laisse soi-même aller dans une impasse, on se donne une porte de sortie et une autre façon d'agir possible. Donc, je pense que beaucoup de professeurs le font, bien sûr, mais souvent, chez les enseignants débutants, ils s'appuient sur, évidemment, un vécu scolaire qu'ils ont pu avoir, parfois,
La formation des enseignants, elle a été beaucoup mise à mal et je suis pas sûr malheureusement qu'elle s'améliore sur ces dimensions-là. Gestion de classe, exercice de l'autorité, voilà, il y aurait beaucoup à travailler encore. Et je crois que là-dessus, effectivement, il faut déjà éviter de se mettre dans ces impasses. Et puis après, s'appuyer sur les textes. On sanctionne jamais seul de façon arbitraire sous le compte de l'impulsion ou de la colère, mais on sanctionne au nom de la loi. Et donc, ça, c'est tout à fait essentiel pour que la sanction ou la punition qu'on va mettre, elle soit acceptée. Et puis, relever aussi, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaillais beaucoup avec les équipes enseignantes dans les établissements scolaires, à propos notamment de l'exclusion de cours. J'ai travaillé sur des recherches aussi sur cette question-là. Qu'est-ce qui amène les professeurs à prendre la décision d'exclure ? Souvent, on n'arrive pas, enfin, nous, c'était la question qu'on a posée pour l'exclusion ponctuelle de cours dans notre recherche, et on s'aperçoit que souvent, moi, je considère que si les profs se mettent dans ces situations-là, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils sont dans une impasse, ils savent pas comment faire autrement, et donc c'est pas forcément de la mauvaise volonté ou du refus. C'est un moment où ils n'ont pas d'alternative. Donc travailler sur des alternatives possibles, d'abord en classe et puis collectivement. Réfléchir peut-être au moment où qu'est-ce qui relève de ma responsabilité en classe. Et à partir de quel niveau de gravité, c'est-à-dire quels sont les faits que j'ai à gérer en classe, et à partir de quel niveau de gravité j'ai besoin de faire appel à d'autres. Alors que ce soit d'autres collègues, que ce soit la vie scolaire dans le second degré, mais ne pas être dans une attitude où systématiquement, dès que j'ai un problème avec un élève, je considère que c'est pas de mon ressort et que ça doit être du ressort de quelqu'un d'autre. Parce que ça, effectivement, c'est envoyer comme signal le fait que c'est pas à nous d'exercer l'autorité, c'est à d'autres, et les élèves voient très bien que dans ce cas-là, ils nous disent ce prof-là, il n'a pas d'autorité. Donc, alors moi, je ne suis pas pour dire, d'ailleurs, c'est pas ce que disent les textes, parce que des fois, on entend certains propos de chefs d'établissement, j'ai entendu, il est interdit d'exclure, c'est pas vrai. Il y a une gradation dans les textes précises, effectivement, à quelles conditions et selon quel type de fait on peut exclure. Tout ça est assez précis, d'ailleurs, et dans le second degré, je parle, hein. Et donc, il y a effectivement moyen de s'appuyer sur ces textes pour réfléchir en équipe sur des alternatives à l'exclusion, et quand l'exclusion est nécessaire, faire en sorte de ne pas rompre le lien pédagogique et didactique avec l'élève. C'est ce que disent les textes, hein, rien, ni plus ni moins. C'est-à-dire, un élève peut être sanctionné pour un comportement, pour autant, notre enjeu, c'est qu'au plan pédagogique, il continue à apprendre, même s'il est mis à part dans une salle. Il peut être aussi avec un autre prof de la même discipline qui le garde et qui le surveille. On peut trouver effectivement tout un tas d'aménagements. Je me souviens d'un lycée professionnel à Argenteuil où il y avait eu, il y a pas mal d'années de ça, mais ils avaient arrêté de mettre en place des heures de colle surveillées par d'autres le mercredi, et c'était des professeurs qui s'étaient mis d'accord ensemble pour que les heures de colle se passent au moment des heures de cours. On allait regarder dans l'emploi du temps de l'élève, quand est-ce qu'il avait un trou dans son emploi du temps, il était surveillé par un autre professeur, etc. Les heures de colle ont diminué de façon drastique dans cet établissement en très peu de temps, parce que plutôt que ça s'accumule ou que les élèves ne les fassent pas, et puis le fait que les profs surveillaient d'autres élèves, ils se sont dit finalement, peut-être j'ai d'autres moyens que de donner des heures de colle. Enfin bon, ça a été effectivement très positif, avec des professeurs qui finalement étaient assez satisfaits de cette organisation-là. Donc, on peut trouver d'autres organisations. Dans le premier degré, je pense aussi sur cette question des exclusions, j'ai parlé des cahiers pédagogiques. En décembre 2019, j'ai coordonné un numéro sur l'autorité éducative, et il y a un article d'une équipe d'école de Paris, de quartier de la Goutte d'Or à Paris, l'école de la rue d'Oran, où justement ces enseignants et ces enseignantes, à un moment, la directrice d'école a posé le fait qu'elle ne pouvait plus accueillir tous les élèves exclus des classes dans son école, dans son bureau, pardon. Et du coup, ça a amené une discussion, une réflexion en équipe. Alors, il faut dire que c'est une équipe qui a des habitudes de fonctionnement
je dirais, on pourrait dire qu'on a appelé nous école apprenante, hein, parce que c'est vraiment une équipe où il y a des échanges autour des difficultés d'enseignement, sans que ces enseignants soient forcément tous des pédagogues affiliés à des mouvements pédagogiques ou autres, mais pour autant, ils ont une habitude de travail, de véritable travail d'équipe, et ils ont trouvé, et on en fait état dans le texte, et dans le texte qu'on a élaboré en commun, ils ont fait état d'alternatives à l'exclusion de cours, de classe, et aussi tout en maintenant effectivement la continuité pédagogique, parce que là, le professeur, non seulement il ne se déjuge pas, mais il renforce son autorité quand il maintient le lien pédagogique, c'est-à-dire ce pourquoi il est là, il montre qu'il prend soin de l'élève, et ce pourquoi il est là, c'est vraiment pour que l'élève progresse et apprenne. Il n'est pas là pour le punir parce qu'il lui en veut personnellement, mais il est là pour qu'il progresse et qu'il apprenne. Et donc, dans cet article, on voit effectivement des pratiques, et les enseignants disent, eh bien, au bout d'un certain temps, on a vu diminuer le nombre d'exclusions de classes, on n'avait plus besoin, on avait trouvé d'autres façons de faire, et les élèves, tout le monde s'en portait, ma foi, mieux. Donc, il y a des alternatives possibles. Bon, là, je renverrai aussi à tous les travaux de mon collègue Éric Prérat sur la sanction éducative, hein, qui résonne évidemment avec ce que j'appelle moi l'autorité éducative. Hein. C'est un collègue avec qui j'ai beaucoup d'échanges. Je crois il évoque effectivement dans ses travaux à quelles conditions une sanction est éducative, pas d'humiliation, voilà, elle doit être accompagnée aussi d'une réparation quand c'est possible. J'ai vu aussi une question passer autour de la terminologie travaux d'intérêt général. Faisons attention à ces terminologies qui circulent et qui relèvent du registre de la justice, qui ne sont pas des termes qui sont ceux des textes qui régissent la vie scolaire dans les établissements. Donc, moi, je me méfie toujours de ces termes qui sont empruntés à d'autres champs. On ne peut pas mettre en place des travaux d'intérêt généraux. Pardon ? Comment ? On a dans ce domaine les responsabilisations. Voilà, exactement. Voilà, il y a d'autres mesures qui existent pour l'éducation nationale, qui sont les mesures de responsabilisation, et donc c'est ça qu'il faut travailler. Je crois que voilà, il y a beaucoup d'exemples d'établissements qui montrent que des alternatives sont possibles, mais je crois que il est important de dire aux professeurs à la fois ce qu'ils peuvent faire dans la classe. Là, il faut certainement les outiller en formation aussi en travaillant sur des situations difficiles, de tension, hein, comment des enseignants s'y sont pris, augmenter la gamme de ces savoirs d'action possibles, de ces gestes professionnels, pour savoir quand est-ce que c'est à nous de gérer et quand est-ce qu'on a besoin des autres. Alors bien sûr, les collectifs dans les établissements ne sont pas toujours constitués, mais bon, il y a toujours dans des établissements un noyau de professeurs et parfois aussi bien sûr de personnel vie scolaire un peu plus, je dirais, actifs ou engagés que d'autres. Il y a moyen déjà, on s'appuie toujours sur un petit noyau de gens qui ont envie de faire évoluer les choses pour après faire en sorte que ça fasse tache d'huile. Et ça aussi, ce sont je dirais, c'est beaucoup d'expériences et de travaux en établissement scolaire me l'ont montré, que c'est comme ça que des démarches se généralisent ou en tout cas se diffusent, et des collègues qui pouvaient ne pas être convaincus au début, quand ils voient certains résultats, ils finissent par dire oui, finalement c'est pas mal du tout ce type de fonctionnement, et moi je me lance et j'essaie. Donc on voit bien effectivement l'importance de la dimension collective finalement, à la fois pour partager sur ces questions-là et pour être sûr qu'on parle tous de la même chose finalement, pour partager aussi le même cadre un cadre commun, un cadre cohérent, et puis aussi pour réfléchir ensemble à un certain nombre de réponses alternatives comme tu l'évoquais. Je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est de saisir que dans ce collectif, il y a une diversité. Et donc, il y a un certain nombre de collègues enseignants qui vont être en capacité de donner à voir, de donner à entendre, de partager des expériences qui fonctionnent avec les mêmes élèves, et donc de pouvoir susciter effectivement le cheminement d'autres qui sont peut-être un peu plus en besoin sur ces questions-là. Et du coup, ta réflexion là m'amène peut-être à dire quelques mots sur la notion d'autorité collective ou d'autorité partagée, parce que moi, dans mes travaux, j'ai mis en évidence, mais je ne suis pas le seul,
que l'autorité, c'est quelque chose qui ne se partage pas. C'est-à-dire, contrairement à la discipline, qui est un ensemble de règles qui s'appliquent à une collectivité, quand vous êtes seul face à un groupe d'élèves ou face à un élève, c'est vous qui faites autorité et personne ne peut le faire à votre place. Si vous déléguez, surtout de façon systématique, les autres voient que vous n'avez plus d'autorité. Alors donc, on ne peut pas partager l'autorité. Pour autant, il y a des collectifs qui font autorité. J'évoquais ces enseignants de l'école de la rue d'Oran, avec lesquels on a travaillé. Dans le secondaire, j'aurai d'autres exemples aussi. Quand il y a un plus petit dénominateur commun, justement, sur la mise en œuvre des procédures disciplinaires et du règlement intérieur. Quand les adultes sont cohérents, c'est-à-dire que quand tous apportent une réponse coordonnée face à une situation et qu'il n'y a pas un adulte qui dit blanc et l'autre qui dit noir. Parce que les élèves, c'est comme un petit peu en famille. Quand papa dit oui et maman dit non, ou le contraire, l'enfant, il va vers celui qui, voilà, vers lequel il a envie d'aller pour avoir la réponse qu'il souhaite entendre. Donc, quand il y a un plus petit dénominateur commun, nous, on le travaillait aussi avec des équipes enseignants, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Regardez déjà comment élaborer le règlement intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à modifier dedans? Comment on articule des devoirs avec des droits? Parce que souvent, il y a beaucoup de devoirs et pas beaucoup de droits des élèves. Il faut qu'il y ait les deux. Pareil pour les adultes aussi, même si quand on est adulte, on doit un peu montrer l'exemple et donc on a plus de devoirs aussi que de droits parce qu'on justement on est quelque part aussi fonctionnaire et on a effectivement on est de la génération qui a effectivement auquel les jeunes doivent pouvoir s'identifier. Mais pour autant, du point de vue de l'autorité, cette autorité collective, effectivement, elle fait sens. Quand un groupe d'adultes met en place un certain nombre de points de repère cohérents et qu'il y a une réponse commune à une situation, j'évoquais cette affaire de la gestion des retenues là, dans ce lycée professionnel, je crois, eh bien, effectivement, ça a un impact très, très clair sur les élèves. Hein. C'est-à-dire, ils voient à quels adultes ils ont affaire, ils voient des adultes qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent, donc des adultes crédibles, et donc la crédibilité, c'est la même, enfin voilà, c'est synonyme d'autorité. Hein. Et quand ce sont ces collectifs qui font autorité, eh bien, ça conforte l'autorité de chacun dans sa classe après, vous imaginez. C'est-à-dire, quand ils sentent qu'il y a un collectif qui porte une réponse cohérente, chacun dans sa classe, après, peut s'appuyer sur ce collectif pour dire, bah, de toute façon, vous savez ce qui se passe dans l'établissement quand ce genre de fait se produit. Voilà. La réponse, elle est connue. Alors, bien sûr, elle est toujours adaptée aux situations. Hein. Il n'y a jamais de sanction automatique, de punition automatique. Mais pour autant, il y a une réponse cohérente et l'institution est lisible sur les réponses qu'elle apporte. Et dans ce cas-là, en principe, ce sont ces établissements qui ont un climat scolaire plus apaisé, une ambiance de travail meilleure. Et c'est souvent dans ces établissements aussi, du coup, qu'on s'aperçoit que les résultats scolaires des élèves s'améliorent. Tout à fait. Très bien, Bruno. Nous sommes déjà arrivés au bout de notre échange. Donc, juste pour conclure, effectivement, d'abord te remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre contribution. Alors, on n'a pas pu prendre toutes vos questions. J'en suis désolée. Voilà. Donc, on a bien vu que finalement, on a des pistes en matière de prévention. On a aussi un certain nombre d'éléments de repères qui nous permettent de construire des réponses adaptées et qu'il y a un vrai enjeu pour les personnels de direction à arriver à mobiliser les collectifs et à les impliquer effectivement autour de ces questions-là. Je vous remercie toutes et tous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir Bruno. Au revoir, merci à tous. Merci.